C'est quoi l'alternative? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce film? Un film qui avait tout pour être bien plus culte et bien plus populaire. Ce film aurait dû être cité au moins aussi souvent que des licences comme Highlander, Le Seigneur des Anneaux, Willow ou encore Legend. Un film qui se paye le luxe d'avoir un casting XXL, une histoire émouvante et qui pouvait toucher toute la famille. Seulement cette licence va totalement s'invisibiliser aux yeux du public et apporter au monde une franchise où aucune suite n'a pu manger à la table de son premier opus. Aujourd'hui, j'ai envie d'offrir une seconde chance à ce film qui me laisse toujours sans voix et me fait terminer en larmes. Je parle évidemment de Cœur de Dragon. Puisque nos cœurs sont liés dans la vie, ils le sont aussi dans la mort. Ce n'est pas vrai! Tu as vu que c'était vrai. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la genèse du projet, la construction du film jusqu'à la catastrophe ambulante autour de toutes ses suites. Mais pour commencer, je vous propose de faire un bref point sur ceux qui étaient à l'origine de cette licence, Charles-Edward Pogg et Patrick Reed Johnson. Sale bestiole, ces dragons! Charles-Edward Pogg a grandi à Fort Thomas dans le Kentucky. S'intéressant très vite au milieu artistique, il passe et obtient son diplôme d'art et théâtre et participe très vite à des productions théâtrales. Il s'envole ensuite en Californie et s'installe à Los Angeles, commençant à écrire des pièces de théâtre et des scénarios offrant principalement des œuvres fantastiques frôlant l'horreur et le thriller. Pogg va être également remarqué pour ses adaptations au théâtre de différentes œuvres autour de Sherlock Holmes. Mais Pogg est surtout reconnu aujourd'hui pour le remake de La Mouche, offrant les premières ébauches du script qui ont servi de base pour le scénario de David Cronenberg. Pogg va également s'illustrer comme acteur de théâtre, donnant la réplique à de grands noms tels que Charlton Heston. Et de son côté, Patrick Reed Johnson commence sa carrière dans les effets spéciaux. Passionné de cinéma depuis qu'il a découvert Star Wars en 1977 sous une forme incomplète, les prises de vue VFX n'étant pas encore terminées. Il se fascine également pour le travail de Douglas Trumbull. Il va aussi s'intéresser au travail de John Tista, qu'il considérait comme un peu plus rentre-dedans. Johnson s'oriente par la suite vers la comédie pour enfants, telle que la nouvelle adaptation de Denis la Malice ou encore le cultissime Bébé parent vadrouille. Et Johnson va être le premier à réfléchir sur un scénario qui mettra en scène un chevalier accompagné d'un dragon. S'imaginant que les deux pourraient monter des escroqueries, un concept qu'il trouvait amusant, persuadé que cela plairait aux enfants. Il décrit alors son projet comme une nouvelle version de Skin Game sortie en 1971, ou encore comme une histoire de Butch Cassidy avec le dragon sur danse. Il propose son idée à la productrice Rafaela De Laurentiis, qui produit entre autres Conan le Barbare ou Dune de David Lynch. Et il s'associe à Charles-Edward Pogg pour rédiger un premier scénario finalisé. Universal a des vues sur le scénario et va très vite être emballé par le projet. Mais ils émettent des doutes quant à l'amateurisme de Johnson pour réaliser un tel projet. Universal demande alors plus de garanties avant de donner son feu vert pour lancer la production. Rafaela De Laurentiis va donc faire appel au studio de Jim Henson pour confectionner le dragon en animatronique et faire les premiers tests. Et les équipes de Jim Henson vont passer près de 8 semaines à mettre en place un dragon gigantesque pour pouvoir tourner les premiers essais. Ils vont parvenir à le livrer à temps pour le test, consistant à tourner un brouillon de la séquence du feu de camp, pendant laquelle le chevalier Bowen se dispute avec le dragon. Et ils font appel à l'acteur Clive Owen, pas encore connu à ce moment-là, pour interpréter le rôle de Bowen pour les fameux essais. Face à lui s'anime la formidable maquette. Les essais sont tournés et présentés à Universal. Mais malgré toute la technique déployée, les financeurs ne sont pas convaincus. Ces messieurs trouvent que le mouvement du dragon ne sont pas assez fluides et craignent qu'il ne soit pas assez maniable pour les scènes d'action. Rafaela et Johnson craignent alors que Universal laisse tomber le projet et décide de mettre tout en œuvre pour trouver une solution satisfaisante. Et côté casting, Clive Owen est mis de côté. Un nouveau casting est lancé, Liam Neeson est envisagé pour interpréter le chevalier Bowen, mais le studio n'associe pas l'acteur à un rôle d'action à l'époque et sa candidature est assez vite écartée. Ouais, quand on pense aujourd'hui que Liam Neeson est considéré comme un des meilleurs acteurs de films d'action, on voit que les mecs n'étaient pas si visionnaires que ça. L'histoire du film se déroulant en Angleterre, des acteurs anglais sont alors approchés tels que Kenneth Branagh pour interpréter le roi Enoch et Elizabeth Hurley pour le rôle de Cara. Et pour le dragon, les studios veulent pouvoir associer un acteur iconique qui puisse apporter l'élégance et le charme anglais. Et qui de mieux pouvait refléter au mieux cette élégance de Grande-Bretagne que le grand Sean Connery pour prêter sa voix au dragon. Bon certes, Sean Connery est écossais, mais concrètement, ça passait nickel.
À défaut d'être envisagé pour le rôle d'Eynon, Kenneth Branagh est également envisagé pour réaliser le film. Mais celui-ci va finalement se désolidariser du projet et n'apparaître sous aucune casquette, réclamant un cachet trop élevé pour le studio. On envisage également de recruter Richard Donner, célèbre pour avoir réalisé le premier Superman de 1978 ou les Goonies, entre autres films. Mais celui-ci va également se retirer après 6 mois de travail et trop de divergences artistiques. C'est alors que Rafaela Di Laurentiis pense à proposer la réalisation à Rob Cohen, qui sortait tout juste de la réalisation de son biopic de Bruce Lee, Le Dragon. Titre évocateur, je vous l'accorde. Un problème de taille n'est cependant pas résolu et fait traîner la production, il s'agit bien sûr de l'animation du dragon. C'est alors que Laurentiis et Cohen se rendent ensemble à une projection de Jurassic Park. Subjugués par le réalisme des effets numériques du tyrannosaure, ils tombent d'accord pour que le dragon soit réalisé intégralement en images de synthèse. Seulement, les deux vont être assez sceptiques quant à la réalisation de cette prouesse. Étant donné que cette fois-ci, il s'agissait du personnage principal qui devait apparaître une bonne partie du film par rapport au T-Rex, qui n'est montré à l'écran en CGI que quelques instants. Mais qu'importe, faisons preuve de pragmatisme. Si Spielberg a réussi à le faire, pourquoi pas eux? Donc autant s'adresser à celui qui a rendu cela possible, Philippe Tippett, qui entre autres a travaillé également sur Indiana Jones et le Temple Maudit, Robocop ou encore Willow. Et c'est avec le sculpteur Peter Conning que Tippett commence à imaginer l'apparence que pourrait avoir le dragon. En fonction de ce que Rob Cohen souhaitait, celui-ci a plusieurs inspirations pour l'apparence du dragon. Celle des statues de lions qui gardent l'entrée des temples chinois pour leur aspect très fier et leurs 4 pattes. Celle d'un boa constrictor pour la mâchoire extensible et les crocs rétractables, et celle d'un gorille pour le museau arrondi et cet aspect plutôt mammifère que reptilien. Et avec tout ça, il fallait aussi le faire ressembler un tant soit peu à Sean Connery. Et au-delà de ça, côté casting, on a encore beaucoup de mal à avancer. Robin Williams s'est approché mais pas refusé, Harrison Ford pareil, Mel Gibson pareil, et Patrick Swayze pareil. Jusqu'à ce qu'un jeune acteur soit approché et accepte le rôle emballé par le projet. Il s'agit de Dennis Quaid. D'autres acteurs sont embauchés et vous constaterez d'ailleurs plus tard que la licence Harry Potter va beaucoup recruter ces acteurs du côté de Cœur de Dragon, étant donné que vous pourrez apercevoir David Thewlis pour interpréter le roi Eynon ou encore Jason Isaac en sbire qui interprétera par la suite Malfoy. Ça y est, le casting est enfin bouclé et les studios peuvent lancer le tournage en 1994. Mais suite à des restrictions de budget, les équipes s'envolent en Slovaquie, à Bratislava. Ils tournent notamment au château de Spiš, au château de Kaštis, sur le Tomasovský výhled, puis au château de Stresno. Et encore toutes mes excuses pour la prononciation. Mais le tournage ne va pas être non plus une partie de plaisir. Le scénario ne cesse d'être réécrit pendant le tournage, Rob Cohen peine à proposer des décisions cohérentes, marquant de gros problèmes, ne permettant pas d'offrir de conclusions satisfaisantes pour certains aspects de l'histoire. Notamment sur la romance naissante entre Bowen et Kara, qui ne voit pas de grosse évolution alors que la forte attraction des personnages est pourtant mise en avant. Et tous ces changements vont fortement agacer le scénariste Charles-Édouard Pogge qui considère que le résultat final est très éloigné de son histoire principale. N'hésitant pas à souligner les problèmes de mise en scène comme des villageois mourant de faim prêts à déchiqueter le dragon pour sa viande alors qu'ils sont pourtant entourés de cochons. Ou encore le choix de mettre à l'écart une séquence où les paysans offrent une armure et un bouclier à Bowen pour le suivre dans sa lutte contre le royaume. Scène que Pogge considérait d'ailleurs comme une des meilleures de Quaid. Mais Pogge déplore surtout l'amputation du développement psychologique des personnages, offrant au récit un aspect plus sombre et plus profond, répondant à une volonté des studios de privilégier les temps d'écran au dragon. Mais Pogge va finir d'ailleurs par publier sa propre version de Cœur de Dragon en roman. Quaid s'entraîne avec Kiyoshi Yamasaki pour donner un parfum d'arts martiaux à ses chorégraphies de combat. Pour aider les acteurs à visualiser le dragon sur le tournage, des balles de tennis sur des bâtonnets sont utilisées. Et un petit planeur pour servir de référence pendant les scènes de vol. 2 parties de Draco sont tout de même construites en dur pour les scènes du feu de camp. Également la patte qui emprisonne Bowen à terre lors d'un plan fixe, ou encore la mâchoire dans laquelle le chevalier se retrouve coincé. Le tournage se clôture enfin et la post-production va suivre son cours. La tête du dragon autour de cette mâchoire est complétée par les CGI. A noter également que sur ces plans, Dennis Quaid est reproduit en image de synthèse, ce qui fait de lui le tout premier acteur à être reproduit en CGI. Mais le tournage en lui-même n'est pas le plus gros du travail, car une fois celui-ci achevé, ce sont 13 mois de travail chez Industrial Light and Magic.
ILM pour les intimes, qui est la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, qui commence pour faire vivre Draco à l'écran, image par image. Ce chantier va coûter à lui seul 22 millions de dollars, soit le budget qu'Universal voulait au départ consacrer au film entier. Mais le plus gros défi d'ILM, c'est de faire en sorte que les expressions du dragon soient assimilées aux expressions de Sean Connery, étant donné que la capture motion n'existait pas encore à cette époque. Pour les aider, Cohen engage un monteur qui regarde l'entièreté des films de Connery et isole chacune de ces scènes en gros plan, de manière à pouvoir classifier les expressions de son visage selon chaque émotion et ainsi servir de référence aux animateurs. Alors tout ça c'est très bien, mais bon, de là à dire que le résultat final ressemble à Sean Connery, il y avait encore un petit peu de marge. La post-production se termine enfin, et voilà ce que nous raconte cette version de Rob Cohen. Bowen, un chevalier régi par les préceptes de l'ancien code du roi Arthur, enseigne au jeune prince Aenon le maniement de l'épée et les préceptes de ses valeurs, espérant faire de lui le roi que le peuple mérite et qui pourrait alors abolir la terreur que sème son père. Lors d'une bataille, le roi trépasse, mais le prince est gravement blessé accidentellement par une jeune paysanne. Le prince, sous l'ordre de la reine, est alors amené dans une grotte pour rencontrer un dragon capable de sauver le prince. Celui-ci partage alors son cœur avec le prince, créant alors un lien particulier, scellant leurs deux destins et sauvant la vie du nouveau roi. Aenon, entièrement rétabli, montre enfin son vrai visage et affirme ne pas avoir eu l'intention d'être un bon roi, mais juste continuer la terreur que son père a insufflée. Bowen, aveuglé par l'amour qu'il porte au prince, accable le cœur du dragon qui aurait perverti le prince et jure alors de tuer tous les dragons. 20 ans plus tard, tous les peuples sont aux abois sous la terreur d'Aenon. Bowen est devenu chasseur de dragons et s'attaque au dernier d'entre eux. Celui-ci lui propose alors une alternative, plutôt que de le tuer quitte à ne plus avoir de travail. Pourquoi ne pas monter une supercherie afin d'une part gagner leur vie, mais surtout pouvoir développer ensemble un lien allant répondre au sentiment de solitude que peuvent alors partager le chevalier et le dragon. Un fort lien d'amitié va se créer avec Bowen, qui va se retrouver face à un dilemme où la victoire face au roi doit forcément passer par le trépas de son ami, qui était en fait le dragon qui avait partagé le cœur avec Aenon. Donc concernant cette version, à noter que Patrick Reed Johnson, comme son acolyte, va également être assez écarté par rapport au projet final. Toute la production du film a été assez meurtrie par les directions prises par Cohen. Déjà sur le choix des acteurs, ne retrouvant pas l'alchimie qu'ils avaient imaginée entre le chevalier et la paysanne, qui ne fonctionne pas entre leurs interprètes Dennis Quaid et Dina Meyer. Cependant, s'il cautionne le choix de David Thewlis en Aenon, il déplore la direction d'acteur prise, caractérisant le personnage comme un sale gosse capricieux, alors qu'il avait écrit le personnage comme étant bien plus calme, donnant un véritable sentiment d'inquiétude et de machiavélisme. Mais finalement, l'analyse de Johnson est le reflet de nombreux scoops qui ont été faits pour le film, qui va décrédibiliser en profondeur les personnages. Même le lien entre Draco et Bowen se voit amputé d'une scène considérée comme importante où les deux acolytes montent un nouveau coup pour escroquer les villageois. Et Johnson va fortement déplorer la manière dont il a été évincé par Rob Cohen de son propre projet, s'appropriant des idées qui n'étaient pas les siennes, comme le cast de Sean Connery pour le dragon. Au passage, pour les aficionados de la VF, c'était notre acteur national Philippe Noiret qui doublait le dragon. Tu peux pas lever tes fesses de ma langue. Et pour moi, tu crois que c'est confortable? Sors de ma bouche et discutons face à face. Malgré tout ce que les auteurs ont pu déplorer sur le résultat final, je dois dire qu'à mon sens, le film est une véritable réussite. Y voyant presque une poésie sur l'acceptation de la différence et la manière de nous mettre face à nos préjugés. Bowen en étant le reflet parfait. À la fois aveuglé par l'amour d'un père à son fils qu'il peut avoir pour le roi, n'ayant pas su voir ses côtés les plus sombres, rendant alors responsable une tierce personne, en l'occurrence le dragon. Et la manière dont sa perception et son transfert vis-à-vis du dragon qui l'ont amené à tous les éradiquer pour finalement se lier d'amitié avec celui qui était à l'origine de son erreur de jugement. Mais de l'autre, Draco qui est une belle allégorie de la manière dont une mauvaise décision peut être payée tout le long de sa vie pour finalement prendre des décisions difficiles jusqu'à son propre sacrifice pour sauver une espèce qui n'est pas la sienne, n'ayant lui-même pas pu sauver les siens. Alors qu'il est responsable de la haine de Bowen vis-à-vis des dragons à la base. Et il faut faire également une petite mention spéciale à Randy Edelman qui va composer le thème du film et qui est un des éléments les plus sublimes du film. À sa sortie, l'accueil du public est mitigé, ce qui va d'ailleurs favoriser l'idée de ne pas proposer de suite au film. Dragonheart, a new beginning. De ne pas proposer de suite au film. Dragonheart 3, The Sorcerer's Curse. De ne pas
Bon ok, c'est bon, Cœur de Dragon va avoir 4 suites. Alors il faut savoir que pour le lancement du deuxième volet, la décision est prise pour que le film ne fasse pas de sortie cinéma, mais soit un direct ou VHS. Le film verra le jour en 2000 et ce sera également le cas pour les 3 autres suites. Et à la demande générale de moi tout seul, je vais quand même vous dire quelques mots sur le deuxième opus. Dans ce deuxième opus, Francis de Malcolm a tellement énervé sa mère qu'il est envoyé au Moyen-Âge servant de garçon d'écurie pour les chevaliers. Joff rêve lui aussi de devenir chevalier et entre-temps, on apprend que Bowen a trouvé un œuf de dragon et qu'il a veillé dessus et confié le bébé au clergé. Joff découvre l'existence du jeune dragon et fait de lui son ami. À côté, d'autres chevaliers au dessin plus sombre profitent de l'existence de ce dernier dragon et de son amitié avec Joff pour pouvoir s'en approprier le cœur. Alors que 2 étrangers comprenant le danger de l'existence de Drake, venus pour éliminer le dragon et éviter la prophétie d'un dragon maléfique. Bon, je vous avoue, je peaufine avec les souvenirs que j'ai du film étant donné que je me suis parfait de visionnage. Cette suite aurait pu être intéressante, mais à mon sens, elle souffre cruellement d'une volonté de faire un simple film pour enfants, avec un manque de budget très loin des effets visuels du premier volet. L'ambiance du film s'éloigne vraiment dans la direction artistique du premier, n'ayant finalement que pour seul point commun la notion d'amitié avec un dragon. Et pour être tout à fait honnête avec vous, les autres suites, je les ai vues il y a un bon moment et j'en ai gardé très peu de souvenirs. Mais je vais quand même vous en donner quelques mots. Le troisième opus étant un remake du deuxième, en y apportant des notions de magie et de sorcellerie, le quatrième opus suit direct au troisième, mettant en scène le même dragon avec des histoires de légitimité et d'héritage de trône. Et enfin le cinquième opus sorti en 2020, celui qui s'éloigne sûrement le plus du film original, ayant pour seul point commun d'avoir un dragon dans son récit. Voilà, la rubrique commentaires est disponible si vous voulez apporter des précisions sur ces fameuses suites. Pour revenir au premier opus, malgré tous les problèmes que nous avons évoqués, je trouve que ce film est une franche réussite. Malheureusement, les éléments que nous avons évoqués justifient largement le fait qu'il ait été mis de côté, voire oublié pour certains avec le temps. Mais à mon sens, l'histoire d'amitié entre Draco et Bowen est sûrement l'une des plus touchantes que j'ai vues au cinéma. Marquée par des différences trop importantes qui auront raison de cette belle histoire d'amitié où l'on doit en finir avec l'autre puis vivre avec ça, offrant alors au dragon le repos qu'il mérite enfin dans son paradis des dragons. Et Patrick Reed Robinson a déjà fait écho de sa volonté de proposer un remake au film pouvant enfin montrer sa vision qu'il a défendue depuis tant d'années. Et de vous à moi, j'espère vraiment qu'il en aura enfin la possibilité, voyant en ça de mon côté une opportunité de faire véritablement découvrir cette incroyable histoire d'Heroic Fantasy. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. My time is over.